Cette semaine, les regards des investisseurs étaient tournés vers la publication de Nvidia et ils n'ont pas été déçus. Des résultats stratosphériques qui ont permis au titre de se rapprocher un petit peu plus de ses records historiques et ont permis également aux indices américains de rebondir à nouveau. Alors combien de temps cela peut-il durer? Est-ce que la publication de Nvidia peut agir comme un moteur, comme une locomotive pour le reste du marché? Quels sont les titres qui pourraient en profiter? Ce sont toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine La crise attendra. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me retrouver sur tous les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche donc sur cette slide pour Instagram, TikTok et Twitter, Tino-du-bas bourse et bien sûr le podcast de la bourse pour le groupe Facebook ainsi que la chaîne YouTube. Bien sûr, pensez à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez l'espace membre gratuit, un espace de formation continue qui va être cet été encore grandement enrichi, plus certaines nouveautés qui arriveront à la rentrée, vous verrez. Voilà, donc pour se former gratuitement, c'est directement sur le site. Vous pouvez également, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, consultez la boutique avec nos programmes d'accompagnement, MTT Trading Premium pour ceux qui sont vraiment très actifs, et pour les débutants ou ceux qui veulent simplement de la veille de marché, vous avez également MTT Découverte, donc, qui est le programme nouveau qui est sorti au début de l'année, qui vous donne accès à l'essentiel des marchés. Je voulais remercier bien sûr comme d'habitude mes partenaires qui permettent de produire le contenu, tous ces contenus gratuits, Trade Republic, Euretia, Bitvavo et ProRealTime. Donc merci à eux pour leur soutien, mais je veux également vous remercier vous, puisque effectivement nous arrivons au terme du challenge sport, 30 jours de sport. C'est le dernier jour aujourd'hui, je ferai une publication très certainement dans l'après-midi. Donc voilà, ça a été vraiment un événement exceptionnel, beaucoup suivi, plus de 400 participants. Donc voilà, merci pour tout ça, ça a été une bien belle aventure et donc bien sûr, comme vous l'avez promis, il n'y a pas de perdant, tout le monde aura droit ce dimanche à un live semi-privé, donc dimanche à 20h, bien sûr, les coordonnées de ce live, entre guillemets, seront transmises via la newsletter. Je vous avais questionné également, et ça c'est la bonne nouvelle, je pense que vous allez être content, je vais questionner sur l'intérêt que vous pouviez avoir concernant l'or, l'argent et les matières premières. Bon, le sondage que je vous avais publié là sur la newsletter, les résultats sont assez parlants, c'est le moins que l'on puisse dire. Bon, au vu des commentaires que vous m'aviez mis récemment sous les vidéos YouTube
Je suis pas finalement très surpris et j'ai l'immense plaisir, voire même fierté, de vous annoncer que du coup, eh bien, dans la newsletter notamment, et peut-être même dans certaines vidéos, on est en train de voir, eh bien, nous aurons deux experts qui viendront pour parler de ces sujets-là. Le premier, vous le connaissez très certainement, c'est le président de Aucoffre, Jean-François Faure. Aucoffre, c'est une gestion de métaux précieux de pratiquement 1 milliard d'euros, hein, donc je crois que c'est le numéro 1 en France, au coffre.com. Donc il viendra, Jean-François, très gentiment, écrire des articles, bien sûr, sur la newsletter, et moi je ferai aussi les analyses techniques pour l'or, l'argent et peut-être même les métaux précieux, mais nous aurons également un second expert qui travaille avec moi sur MTT, que je vous présenterai, qui est Sébastien, qui, lui, a eu, au-delà des métaux précieux, un regard également sur d'autres matières premières, et c'est passionnant quand il en parle. Donc voilà, donc je vous ai écouté par rapport à vos souhaits, et donc vous allez avoir encore plus de contenu, et là notamment sur les matières premières qui vont arriver très bientôt. Voilà, donc on passe bien sûr au programme de cette vidéo. Bien entendu, c'est la crise attendra, avec cette miniature avec le président de Nvidia, bien sûr, et Nvidia, on le verra dans cette vidéo, qui a rebondi de 64%, c'est colossal, hein, depuis ses plus bas du mois d'avril. Et donc on rentrera bien sûr au-delà de l'analyse éco-macro, plus la question de la semaine, hein, qui sera toujours là sur cette émission. On parlera bien sûr du CAC 40 et du CAC Small, mais on ira également voir bien entendu les titres avec Air Liquide, Stellantis, Schneider Electric, Kering, BNP Paribas, Téléperformance, Soitec, Française Énergie, ASML, Pernod, STM, Air France, XFAB, Aéroport de Paris, Claranova, Galapagos, Voltalia, Aventium, Sword Group, Carrefour, Dassault Systèmes, Étincelle de CRSI. On fait le suivi, on l'a vu la semaine dernière, elle a bien progressé. SES, Interparfum, Euroapi, Nexity, Elior, Rémi Cointreau, j'avais oublié la semaine dernière, j'en oublie toujours dans la liste, hein. Excusez-moi, vous le savez, vous avez l'habitude maintenant, depuis 5 ans que vous me suivez pour la plupart. Boeing, Stoneco, UPS, Tesla, Repligen, ça c'est aux États-Unis bien sûr, Peloton. On fera encore une fois le suivi de Nvidia avant de vous parler du titre à suivre, un titre qu'on avait vu d'ailleurs il y a quelques mois, et qui se met dans la configuration qu'on attendait. Et enfin, bien sûr, on présenterai comme d'habitude le screener Trend Following. Allez, on a un programme très chargé malgré ce pont du mois de mai, donc sans plus attendre, on passe d'abord au résumé de la semaine. Donc j'active ma caméra. Bon, le résumé de la semaine, c'était un résumé, j'allais dire, classique, mais dans lequel on va faire quand même un focus sur la publication bien sûr, de Nvidia. Focus rapide, hein, bien entendu, ça va pas durer 3 heures, mais il faut quand même en parler. D'abord, un petit point sur la saisonnalité, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous arrivons à la fin du mois de mai, donc c'est la dernière séance, si je ne m'abuse, du mois de mai. Et donc on va s'orienter vers un mois de juin, qui est un mois moyen. Voilà, qui est un mois moyen historiquement, en termes de probabilité, de statistiques, un mois moyen qui est majoritairement quand même positif, mais qui est un mois moyen, voilà, tout simplement, hein. Alors c'est vrai pour le S&P, c'est vrai également pour la tech, qui, voilà, c'est un mois, voilà, ça fait pas partie des meilleurs mois de l'année, surtout en post-année électorale. Donc voilà, par contre le mois de juillet, effectivement, historiquement, est beaucoup mieux. Lorsqu'on regarde la courbe des progressions, qu'on regarde d'abord le Dow Jones, bon voilà, on a un mois de juin pareil, qui ressemble un petit peu, c'est vrai, sur la deuxième quinzaine du mois de mai. Donc pour moi, si vous voulez, les 30 jours entre mi-mai et mi-juin se ressemblent, en ce sens qu'il n'y a pas forcément toujours des directions statistiquement clair, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit un petit peu, hein, ces dernières séances, on le verra notamment avec le CAC. Le Nasdaq, c'est un petit peu pareil, voilà, vous avez un mois de juin, vous voyez, en dents de scie, c'est également à quelque chose de près similaire pour le DAX,
C'est également plus ou moins similaire pour le CAC 40. Au niveau du mois de mai, donc on verra, hein, ce soir on aura les chiffres, mais on s'orienterait visiblement sur le CAC 40 à un mois quand même positif sur le mois de mai. Je crois qu'on doit être à plus 1,5 ou plus 2%. Hier soir on devait être à ça, donc on verra éventuellement ce soir. Donc voilà, c'est un mois à peu près conforme à ce qu'on a l'habitude de voir. La moyenne est à moins 0,8, mais voilà, on est sur quand même un mois voilà, relativement moyen, mais plutôt pas si mal que ça quand même hein, sur le CAC 40, qui a profité aussi du rebond massif des marchés hein, de manière générale. Le CAC Small, par contre, lui, a surperformé. On verra tout à l'heure, mais je crois qu'il est à plus 6 ou plus 7 sur le mois de mai. Encore une fois, la séance n'est pas terminée, mais voilà, c'était un très très beau mois de mai pour les small caps qui ont clairement surperformé ces derniers mois. Sans surprise, entre guillemets, puisque c'est quelque chose qu'on avait quand même plus ou moins anticipé pour les raisons que vous connaissez, qu'on a déjà expliquées ces derniers mois. Donc là-dessus, il n'y a pas réellement de surprise. C'est la raison pour laquelle il y a la plupart il y a beaucoup d'investisseurs actuellement qui trouvent que les swings tiennent mieux, que effectivement les portefeuilles soient un petit peu plus verts que peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, là où les small caps faisaient un petit peu la gueule. Pourquoi? Parce que effectivement les small caps surperforment et que en général, je dis bien en général, les particuliers, notamment français comme moi, on a plus le regard porté sur les mid and small que les big. Les bigs sont plutôt réservés aux investisseurs long terme. Pourquoi? Parce qu'elles ont tendance à être un petit peu plus molles, encore que ce que je dis n'est pas forcément tout le temps vrai, mais enfin voilà, vous comprenez l'état d'esprit de ce que je veux dire. On va avoir bien sûr un mois de juin, ça a déjà commencé avec des publications qui vont être moins impactantes parce que moins nombreuses. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. On risque d'avoir un mois de juin, je l'espère, un petit peu plus calme, tant mieux, parce qu'il serait peut-être temps de prendre quelques jours de repos, de souffler un petit peu. Parce que ça a été très nerveux, hein. On a eu un premier semestre et évidemment, alors certes qui a été en termes de performance quand même assez agréable, mais difficile. On a un marché qui reste difficile, qui reste complexe, qui reste difficile à analyser, et c'est tout le paradoxe, c'est que finalement les signaux techniques, d'analyse technique réagissent plutôt bien, que ce soit pour les zones long terme, on l'a vu notamment avec ce qui s'est passé au mois d'avril, mais que ce soit également pour toutes celles et ceux qui aiment bien avoir un trading un petit peu plus actif, c'est-à-dire jouer des périodes plus courtes, de quelques jours à quelques semaines. Donc ça, c'est plutôt la version agréable, finalement, de ce qu'on a vécu. Mais évidemment, la complexité de ce marché, c'est les news. C'est les news, c'est Trump, c'est le plan géopolitique avec la guerre, notamment bien sûr en Ukraine, c'est les difficultés incessantes, si je puis dire, eh bien de la France, de l'Europe, etc. Les dettes qui sont colossales, les stats économiques qui ne sont, c'est le moins que l'on puisse dire, pas reluisantes, les taux qui sont encore extrêmement élevés. Bref, il n'y a pas grand-chose finalement en termes de news qui va forcément très très bien. Et pour autant, le marché se tient, et pour autant, dans ce marasme ambiant, vous avez des publications comme celle de Nvidia, qui est, alors je vais le dire hein, très clairement, moi cette publication de Nvidia, c'est peut-être celle qui m'impressionne le plus depuis plusieurs... ces dernières années, Nvidia n'a publié que des chiffres stratosphériques. Mais celle-ci, c'est pour moi la plus impressionnante parce qu'elle intervient dans un contexte quand même extrêmement difficile. Alors tout n'est pas parfait sur les chiffres de Nvidia, on le verra. Mais voilà, je résume un petit peu très rapidement, encore une fois, l'objectif de cette vidéo, sinon on fait des vidéos de 4 heures, déjà qu'elles sont très longues. L'objectif c'est toujours, que ce soit pour la macro ou pour la résultat, c'est d'aller à l'essentiel, pour vous simplifier la vie. Donc résultat du T1 2025, des chiffres impressionnants. Nvidia a publié un chiffre d'affaires record, porté par la hausse, bien sûr, des ventes de puces IA. Les résultats dépassent les attentes des analystes, confirmant la position dominante du groupe dans le domaine, bien entendu, des semi-conducteurs. Vous avez ici une infographie du biais financier, qui est un ami sur Twitter que je salue, qui est toujours des très très belles infos, qui est venu d'ailleurs aussi sur la newsletter,
qui reviendra, je vous rassure, certainement. Je l'espère en tout cas. Voilà, Nvidia a encore une fois battu le consensus, que ce soit en chiffre d'affaires et en BPA. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est absolument, encore une fois, stratosphérique. Il y a quand même une petite ombre, il faut le signaler, hein, au tableau, qui est la Chine. Puisque malgré ces résultats, Nvidia anticipe un ralentissement pour le T2 2025 avec une prévision de 45 milliards de dollars en dessous des 45,9 milliards attendus. En cause, les nouvelles restrictions américaines limitant l'exportation de certaines puces vers la Chine. Malgré tout, le moins que l'on puisse dire, c'est que Nvidia est très résiliente et que donc nous avons eu hier une action qui a progressé. Alors à l'open, c'était plus 6% de mémoire, mais elle a fini à 3, plus 3,5 ou plus 4, je sais plus. Donc après la clôture, les investisseurs semblent confiants sur la solidité du modèle économique et la demande structurelle liée à l'IA. Microsoft, Google et consorts continuent bien entendu de miser massivement sur Nvidia, leurs besoins en GPU étant essentiellement pour le développement des infrastructures IA. Vous avez vu notamment que Google là, est en train de sortir, a sorti ou est en train de sortir, j'ai pas suivi trop l'actualité, mais la construction de vidéos générées par l'IA, apparemment, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, de toute façon, on va vers un monde qui va aller de plus en plus vers l'IA. Je juge pas, hein, il y a certainement des aspects positifs, très positifs, il y a également certainement des aspects négatifs et très négatifs, mais sans jugement, c'est un constat. Aujourd'hui, le monde va vers l'IA. Et ça implique déjà, bien sûr, et ça va impliquer des changements majeurs de notre société. Comment l'être humain va aborder ça, comment l'être humain va gérer ça, je sais pas trop. J'espère que ça se passera bien, mais en tout cas, la réalité est celle-ci. Et donc, une fois qu'on a parlé de la publication de Nvidia, eh bien, on se dit, purée, mais en fait, on est quand même dans un marché. Et le GIF est assez sympa. On est quand même sur un marché eh bien de zigzag, de montagne russe, parce que on alterne entre à la fois des news comme l'économie, la macro, comme la dégradation de la note américaine par Moody's la semaine dernière, qui est en train de nous dire quand même, bon, les États-Unis, ça reste quand même peut-être le pays le plus sûr du monde en termes de dette, mais pour autant ça va quand même moins bien et pour autant il y a quand même des risques. On a en même temps effectivement Trump qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés avec cette histoire de droit de douane alors qui a été stoppée un petit peu quelque part cette semaine. Vous avez certainement dû le voir par le tribunal fédéral américain qui a donc officiellement bloqué l'entrée en vigueur des tarifs douaniers de Trump pour le jour de la libération. Donc là aussi, on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer, on ne sait pas trop quel est le pouvoir finalement de ce tribunal fédéral par rapport à ce que Trump veut mettre en place ou pourrait mettre en place. On ne sait pas trop non plus si le président américain a finalement autant de pouvoir que cela. Parce qu'on a quand même une Amérique qui s'est européanisée, si je puis dire, quelque part dans son administration, etc. Donc peut-être que, je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, c'est pas un jugement, c'est juste de s'apercevoir que peut-être que Trump pensait qu'il avait des pouvoirs presque nos limites, et peut-être qu'il va s'apercevoir au fur et à mesure qu'il va pas pouvoir faire tout ce qu'il le souhaite. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? J'en sais rien, encore une fois. Nous verrons. Je pense c'est peut-être pas une si bonne nouvelle que ça. Bah, encore une fois, j'ai pas le temps de développer tout ça. D'ailleurs, je suis en train, vous me connaissez, hein, après je réfléchis, après j'essaie de synthétiser pour vous retranscrire des scénarios. Donc voilà, tout ceci, voilà, donc ça amène aussi quelque part cette incertitude sur les marchés et la difficulté que l'on a fondamentalement, si vous voulez, à analyser quelle va être la suite. C'est la raison pour laquelle je vous dis tout le temps que c'est les graphiques finalement qui price, donc il faut suivre en priorité les graphiques. Il faut pas avoir l'ego de dire bien c'est moi qui ai raison, j'avais prévu autre chose, c'est les marchés qui se trompent. Non, le marché a toujours raison. C'est vos graphiques qui vous déterminent la plupart du temps la réalité de finalement ce qu'ils pensent. Donc on sait avec la dégradation de Moody's, historiquement le S&P a tendance à perdre une dizaine de pourcents suite à cette dégradation. Pour le moment,
il n'en est rien. Pour le moment, le S&P est extrêmement solide depuis une semaine. Bon, le potentiel, on peut évidemment se poser 2-3 questions, mais malgré tout, c'est un marché qui est très ferme. Donc voilà, encore une fois, tout ceci dans un contexte où Trump fait la pluie et le beau temps. En fonction de ce qu'il dit, vous avez un marché qui monte ou qui baisse. Tout ceci dans un contexte également où vous avez le Bitcoin qui est extrêmement ferme, qui lui est en train finalement, on a l'impression de se décorréler des marchés, alors qu'il était très corrélé au contraire au marché action. Il est en train de se décorréler de plus en plus. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je sais pas. Là aussi, hein, la question se pose, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle que le Bitcoin se décorrèle comme ça? Est-ce que ça va durer? Ce sont également des questions. Il y a des questions également sur les valorisations. Alors c'est un graphe un peu compliqué, donc je vais prendre 2 secondes juste pour vous l'expliquer, parce que c'est un graphe qui est en 3 parties. Donc vous avez ici... donc ici vous avez c'est le pricing ratio, hein, donc c'est la valorisation actuelle, si vous voulez, sur le S&P 500, sur le Russell, pardon, je dis une bêtise, sur le Nasdaq, sur le Russell, sur le S&P 500, sur le S&P 500 équipondéré et sur le S&P 500 mid cap. Donc vous avez les valorisations actuelles, donc on s'aperçoit, je vais le dire après, d'abord je vous explique comment il fonctionne, c'est pas parce qu'il n'est pas simple. Donc voilà, vous avez les valorisations actuelles. Ensuite, vous avez le trait ici vertical qui est le maximum et le minimum historique. Vous avez donc la boîte bleue qui est 50% des observations moyennes. Et ensuite, à l'intérieur de cette boîte bleue, là, vous avez le petit trait gris qui est, là, par contre, la médiane sur les 20 dernières années. Voilà. Donc, c'est un graphe qui peut paraître complexe, mais voilà, une fois qu'on le décompose, ça va un petit peu mieux. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit finalement que sur le Nasdaq, on est quand même cher. Alors, ça s'explique, effectivement, hein, et on le verra sur des graphes d'après, ça s'explique parce que, effectivement, la projection des résultats est quand même très impressionnante. Donc, vous allez voir que sur la projection des résultats, on n'est pas si cher que ça, finalement. Mais sur une moyenne historique, nous le sommes. Sur le Russell, on est, on va dire, à peu près dans la moyenne, d'accord? Le Russell, c'est des petites capitalisations américaines. Sur le S&P, là par contre on est vraiment, c'est là où on est le plus cher, hein, finalement, sur le S&P. Sur le équipondéré, on est plutôt cher également, et sur le S&P Mid Cap, on est pile, si je puis dire, dans la moyenne. Donc voilà un petit peu, lorsqu'on fait l'analyse du price earning ratio, un petit peu où nous en sommes. Et paradoxalement, même si on peut, en fonction de ce graphe-là, penser, et c'est légitime hein, de le penser, enfin à mon sens, qu'on est quand même sur des valorisations quand même bien élevées, malgré tout, lorsqu'on regarde la projection des résultats, là vous avez les PE actuels, et là vous avez les PE projetés à 2 ans, et donc vous avez ici en gris là, et en pointillé, vous avez comment dirais-je, la moyenne, si je puis dire. Eh bien, vous vous apercevez, lorsqu'on regarde le S&P 500 et le Max 7, c'est-à-dire Tesla et compagnie, Nvidia, Apple, voilà, les 7 magnifiques, ben, vous voyez que la moyenne, on est plutôt en dessous, donc, de ce trait projeté en pointillé gris. Donc, on n'est pas si cher que ça. Et la moyenne du S&P 500, on est en plein milieu. Donc voilà, alors oui, vous avez encore une fois des titres qui sont très trop probablement bien valorisés, mais vous en avez également qui viennent contrebalancer. Donc c'est un marché, si vous voulez, qui, pour moi, est dans le scénario principal que j'ai, vous le savez, depuis plusieurs mois, c'est-à-dire que pour moi, on est au tout début d'un marché de normalisation, que ce soit pour les indices ou que ce soit également pour les titres de manière individuelle. Donc on a des indices qui certainement vont commencer à beaucoup zigzaguer. On aura, là je pense qu'on a eu la première attaque baissière, le premier rebond aussi puissant que l'attaque baissière. Et après, je pense que voilà, on va avoir des indices qui vont certainement se normaliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller retrouver des ATH. Au contraire, je pense même qu'on peut et on va retrouver des ATH. Mais le potentiel, pour moi, il n'est pas immense. Donc voilà un petit peu, c'est le cas beaucoup bien sûr pour les États-Unis, mais même en Europe, hein, lorsqu'on regarde le stock 600, eh bien
Alors, on n'est pas surévalué, entre guillemets, par rapport à la moyenne historique, mais malgré tout, on n'est pas sous-évalué non plus. On est à peu près à la moyenne. Donc, on le voit là aussi, le PE est tout autour de 15. C'est à peu près la moyenne. On est allé beaucoup plus haut, évidemment, dans les années 2000. On est allé aussi beaucoup plus bas lors de la crise des subprimes. Mais voilà, grosso modo, aujourd'hui, on est dans une moyenne. Ça veut dire que bah, on n'est pas face à un marché cher. Mais quid du potentiel aussi également sur l'Europe. C'est la raison pour laquelle, pour moi, et c'est la raison aussi pour laquelle certainement beaucoup d'entre vous ont de la surperformance depuis le début de l'année, le stock picking est de retour depuis de nombreux mois. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait appelé. On l'a vu, et j'ai publié cette semaine, la mode des ETF. L'ETF, c'est un outil formidable. Il faut absolument que la plupart des gens fassent bien sûr des ETF, mais évidemment sur les indices majeurs, quid du potentiel? Est-ce que la performance des 10 dernières années sur les indices majeurs boursiers va être la même pour les 10 prochaines? Moi, je pense que la réponse est non. Je ne dis pas qu'on va avoir une mauvaise performance, mais je pense qu'on ne va pas faire 10% par an sur les 10 prochaines années sur le S&P 500 et sur le Nasdaq, par exemple. Mais par contre, on fera certainement bien sûr quand même de la performance, mais par contre, très intéressant, c'est que de manière individuelle, voilà, celles et ceux qui savent faire de l'analyse, encore une fois, individuelle en termes de valorisation, et pourquoi pas mêler ça avec un petit peu d'analyse technique pour avoir un aspect timing, je pense qu'ils vont faire comme depuis le début de l'année, ils vont continuer à surperformer globalement le marché. Voilà, d'autant que, eh bien, il y a un certain nombre de choses quand même qui sont dans le zigzag qui sont assez négatifs, hein. Donc là, vous avez un graphique qui est, si vous voulez, le montant total emprunté pour investir en bourse. En gros, pour faire encore une fois un raccourci, en gros, c'est une mesure qui permet de voir, eh bien, si les gens empruntent de l'argent pour pouvoir investir en bourse. Et en général, on s'aperçoit que, eh bien, lorsqu'on a des pics comme ça, en général, c'est des tops de marché. Pourquoi? Parce que effectivement, lorsqu'on emprunte de l'argent pour investir, lorsque l'investissement potentiellement se passe mal, ça peut avoir, si vous voulez, ça peut créer un aspect éclatement de bulle, etc. Bref, donc en général, on peut avoir des baisses majeures. Donc, on a quand même un marché qui, en termes de flux, aujourd'hui, est un marché, je ne sais pas si c'est un marché en bulle, mais en tout cas, voilà, il faut bien savoir, il faut bien comprendre quand même que majoritairement, notamment les Américains, empruntent aujourd'hui de l'argent pour investir. Donc en général, l'histoire nous a dit que c'était pas non plus quelque chose qui était hyper top pour les marchés. Tout ceci, encore une fois, dans un contexte où, vous le savez, les dettes publiques sont colossales. Tout ceci dans un contexte de marché où, vous le savez également, puisqu'on l'a déjà dit, où la courbe des taux a été inversée et que historiquement, ça nous alerte sur eh bien, effectivement, des marchés qui pourraient avoir à nouveau des attaques baissières. Tout ceci dans un contexte où vous avez des petites capitalisations américaines qui n'ont jamais été aussi peu rentables. Donc vous avez un taux effectivement de small cap américaine dans le Russell qui ne sont pas rentables. Donc ça inquiète un petit peu aussi. Tout ceci également dans un contexte où les taux sont quand même extrêmement élevés. Moi je pense encore une fois que tant que les taux restent élevés et tant que les taux continuent à se maintenir, voire progresser doucement, ça ira à peu près. Je pense que la difficulté arrivera lorsque les taux casseront par le bas, parce que le marché pricera que tout va mal et que du coup, c'est la catastrophe, etc. Voilà, ou ça, ou alors une envolée totale des taux, où là aussi ce sera une catastrophe. Mais tant qu'on reste pour moi quelque part dans une espèce de range comme ça, sur les taux à 10 ans notamment, je pense que ce sera plutôt positif. Tant que effectivement l'inflation pour le moment est maintenue, voilà, c'est là aussi ça va, on sauve les meubles. Tant que également le taux de chômage là aussi est maintenu sous les 4,4-4,5% par mois en taux mensuel aux États-Unis, je pense que là aussi on limite la casse. Mais la question que tout le monde se pose, c'est combien de temps cela va-t-il durer? Et moi, je pense que ça va pas durer bien longtemps. Voilà.
Je pense que le contexte actuel, il est relativement stable, mais qui va pas durer, la stabilité ne va pas durer bien longtemps. Le scénario principal, c'est qu'on ait pourquoi pas une dernière attaque haussière sur les marchés, et je pense en revanche que au courant de l'été, au mois d'août, ou à la rentrée, je sais pas, enfin en tout cas, on aura un deuxième semestre très certainement plus compliqué. Voilà, mais bon, encore une fois, n'oublions pas que quoi que je puisse avoir comme scénario, déjà, l'idée c'est qu'il faut mettre son ego de côté et avoir plusieurs scénarios. Pourquoi avoir plusieurs scénarios? Parce que lorsqu'un scénario se déroule, il faut y être préparé, donc c'est tout l'intérêt d'en avoir plusieurs, c'est que lorsqu'il y en a un qui se déroule, bah, vous êtes déjà préparé. Et enfin, le principal, c'est que vous pouvez avoir tous les scénarios que vous voulez. Un, le timing est essentiel. Deux, c'est les graphiques qui vous disent, et qui vous diront, et qui nous diront, et qui me diront si oui ou non on a raison ou pas. Et l'objectif, c'est toujours d'avoir aussi, et pour moi la force également d'un investisseur, et pour moi ce qui fait réellement la différence entre un bon investisseur et un très bon investisseur, le bon investisseur va faire de bons scénarios, le très bon investisseur va faire des scénarios qu'il va pouvoir ajuster en fonction de ce que va modifier le marché. C'est ça la différence, c'est la capacité à s'adapter, de se dire bon, finalement je m'étais orienté vers ce scénario là, c'est pas exactement, le marché est en train de me dire pas exactement ce que j'avais imaginé, hop, on modifie et on s'ajuste. Et donc ça implique de pas avoir forcément d'ego et d'avoir cette capacité, cette agilité aussi dans la modification de ces scénarios. Bref, on en parle tout ça, vous le savez bien sûr, sur la newsletter, vous le savez, qui est accessible là aussi gratuitement, avec notamment le suivi du portefeuille Forteresse qui lui s'en fout totalement que ça baisse ou que ça monte. Il est très régulier, on fera notamment le suivi, je pense que c'est la semaine prochaine, où il y aura un suivi, il faut que je vois si j'ai le temps de la préparer celle-ci. Vous le savez, la newsletter où vous avez également la lettre mensuelle écrite par des professionnels qui, donc du coup, maintenant disposera de 5 parties, dont les matières premières. D'ailleurs, cette semaine, hein, vous avez été, merci pour vos retours hein, sur le focus action. Donc, c'est un format avec analyste curieux. C'est un format qui va être reproduit, je pense, à peu près une fois par mois. On va faire un focus sur une action, focus un petit peu plus visuel, avec également des zones d'intérêt, etc. Je vous rappelle encore une fois que la table des investisseurs est gratuite. Donc, on passe désormais à la question de la semaine. C'est une question intéressante. Et pour être tout à fait honnête, vous le savez, j'ai beaucoup de défauts, mais par contre, j'ai pas celui de pas être honnête. Je n'avais pas véritablement la réponse lorsque j'ai vu la question. Et donc, du coup, merci à Cyril, oui, Cyril, pour cette question. Puisque la question était celle-ci, comment sait-on si une société est une mid-cap ou une small-cap? Alors évidemment, moi-même je savais qu'il y avait l'aspect taille et capitalisation boursière, mais en réalité les seuils je ne les avais pas. Donc, visiblement, d'après ce que j'ai trouvé comme information, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Bon, c'est un détail, hein, c'est pas super, super, super important, mais c'est intéressant en termes de culture d'avoir des infos là-dessus. Donc, pour déterminer si une société est une small cap, une mid cap ou une large cap, on se base généralement sur sa capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur totale de ses actions en circulation. La capitalisation boursière, c'est le cours de l'action multiplié par le nombre d'actions qui sont en circulation. En France, la définition générale, hein, valeur indicative en euros, est celle-ci. Les larges caps sont supérieures à 10 milliards d'euros de capitalisation, les mid-cap sont plutôt entre 1 et 10 milliards, et les small cap sont entre 100 millions et 1 milliard. Il y a également un compartiment dont on parle beaucoup moins, qui sont les micro-cap, qui elles sont inférieures à 100 millions d'euros. Donc ces seuils, bien évidemment, peuvent varier selon les pays. Hein. Vous avez bien compris que, par exemple, aux États-Unis, j'imagine, j'ai pas vérifié, mais j'imagine que les seuils sont plus élevés. Donc voilà, et selon aussi, voilà, probablement les gestionnaires d'actifs. Donc au niveau des large caps,
Vous allez retrouver par exemple des capitalisations comme évidemment LVMH, Total Energy, Sanofi, donc c'est des sociétés qui sont généralement, pas toutes, mais généralement pour la France, hein, je parle bien sûr, je m'adresse à la France, qui sont généralement inscrites au CAC 40 bien sûr. Ensuite vous avez les mid-cap entre 1 et 10 milliards d'euros, là vous allez retrouver des titres comme Euronext, comme SEB, qu'on a déjà vu pas mal d'ailleurs, comme Virbac, etc. Donc là ce sont des actions que vous allez retrouver dans le CAC Mid 60, également dans le SBF 120, d'accord. Ensuite, vous allez avoir bien sûr les small caps, hein, qu'on aime beaucoup, entre 100 millions et 1 milliard d'euros. Vous allez retrouver par exemple du Manitou à 850 millions. C'est des estimations, hein, je ne sais pas si c'est tout à fait à jour, mais grosso modo, des BV Technologies, donc de la biotech, à 180 millions, groupe Guillemot, etc. Donc beaucoup sont dans le compartiment Euronext Growth et bien sûr CAC Small. Voilà grosso modo. Alors comment on peut retrouver ces détails-là? Bon, sur à peu près tous les sites, hein, vous pouvez le retrouver. Donc vous allez taper le titre que vous souhaitez et après vous allez regarder donc tout simplement la capitalisation. Normalement c'est une information qui est donnée dans la plupart des sites, voilà, des sites boursiers en fonction de cette capitalisation. Donc vous pouvez retrouver les seuils que je vous ai indiqués et savoir donc si vous êtes plutôt sur une small cap, une mid ou une large ou même une micro cap. Voilà pour la question de la semaine. Merci Cyril de l'avoir posée. Je vous rappelle que vous pouvez adresser vos questions où vous voulez, c'est assez simple. Vous me mettez juste question de la semaine, 2 points, et vous me mettez votre question. Je les collecte. Il y en a eu tellement ces dernières semaines que je les collecte et bon voilà, je les ressors au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions, si elles sont pas hyper compliquées, qu'on peut y répondre en quelques minutes. Je le fais bien entendu, vous le savez, avec un immense plaisir. On passe bien entendu désormais à l'analyse, hein, puisque on va passer à l'analyse des marchés et donc notre cher ami le CAC 40. Ben, le CAC 40, il ne s'est pas passé grand chose. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. On est au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois. On est au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines. Et on est au-dessous de la moyenne mobile à 10 jours. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie de manière extrêmement objective que nous sommes sur les tendances long terme et moyen terme plutôt haussières, mais qu'en revanche, à court terme, nous avons une consolidation, correction qui est en train de se mettre en place. Mon scénario principal, c'est que nous sommes sur une instabilité court terme de marché, sur le CAC, donc à partir du moment où, ici, vous clôturez sous la M10, bah, pour moi, toute cette période-là, c'est une période où il faut éviter les swings. Donc nous, notamment sur MTT, sur le salon, bah, on est beaucoup moins présent sur le swing, voilà, parce qu'on sait que c'est une période d'instabilité, on ne sait pas combien de temps cela peut-il durer. Par contre, on commence, voilà, c'est ça qui est intéressant, on commence petit à petit à avoir une figure qui est en train de se former. C'est une figure très certainement intermédiaire, de moyen terme, dont les probabilités pour moi haussières sont supérieures, c'est-à-dire que quelque part, je vois bien quelque chose qui pourrait faire comme ça. C'est le scénario principal que je joue. Maintenant, si tout ça casse le bas et que voilà, on revient en bas, ben on reviendra en bas, c'est pas un problème. Mais moi, le scénario principal sur lequel je travaille, c'est celui-ci. Scénario qui pourrait ressembler à ce scénario-là. C'est-à-dire, vous avez ici une poussée haussière, vous avez la correction intermédiaire, vous avez une nouvelle poussée. Donc c'est exactement sur quoi je travaille. Voilà. Est-ce que c'est ça qui va se produire ou pas, les amis? J'en sais strictement rien. Mais c'est le scénario sur lequel, encore une fois, on travaille. Maintenant, c'est pas parce que vous avez un scénario en tête que vous devez l'anticiper. Le marché doit vous le valider. À partir de quand le marché va nous le valider? Bah, à partir du moment où on va arriver, notamment pour moi, à repasser sur ce niveau-là, au-dessus de ce niveau-là, c'est-à-dire au-dessus des 7900 points. Voilà. Donc, tant qu'on est là-dedans, pour moi, c'est de la neutralité. Tant qu'on reste, je dirais même, vous avez un gap ici là qui avait été ouvert, voilà, qui est encore ouvert ici. Pour moi, tant qu'on tient cette zone de gap, donc tant qu'on reste au-dessus des 5500 points, c'est de la figure intermédiaire qui est plus large parce que c'est de l'intermédiaire, contrairement à celle-ci ou à celle-ci ou à celle-ci qui étaient des figures de court terme qui durent 2-3 jours. Là, je pense qu'on a attaqué une correction, si vous voulez, un petit peu plus large, qui va durer plusieurs semaines. Ça fait déjà 2 semaines d'ailleurs qu'elle dure, pourrait durer une ou 2 semaines de plus. Donc il faut avoir la compréhension de, si vous voulez,
l'acceptation surtout, c'est ça, il faut accepter, si vous voulez, voilà, que ce marché a besoin peut-être d'un peu plus de temps et a besoin voilà, de construire de manière un petit peu plus forte. Maintenant, c'est une bonne nouvelle parce que plus la figure va être longue, plus elle va se réduire en volatilité, plus, je l'espère, elle va venir s'inscrire doucement dans cet endroit-là, plus derrière, si les volumes se réduisent, on aura derrière peut-être un catalyseur fondamental hein, que le marché prendra pour prétexte pour casser par le haut et éventuellement revenir chercher ici les 8000 et revenir chercher éventuellement les plus hauts historiques. Mais n'oublions pas, malgré tout ça, malgré qu'effectivement je vous dise que peut-être qu'à moyen terme on a derrière des espoirs de push, push ça veut dire de poussée haussière, n'oublions pas que voilà, on est potentiellement sur un immense range. Donc encore une fois, oui, on peut avoir cette attaque haussière, mais derrière on peut même casser le top et derrière avoir une nouvelle attaque baissière. Voilà. Ne pas oublier ça. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, c'est un marché dans lequel il faut être extrêmement agile. Agile et être en capacité de se remettre en question et de remettre en question ses plans très rapidement. Ça, c'est donc le CAC 40. Mais il y a un indice, par contre, qui lui cartonne et qui casse tout. Et on est très content. Puisque vous le savez, moi, l'objectif que je vous donne depuis un moment, c'est revenir à l'entrée de gap, voire même peut-être le comble et le gap de la dissolution, qui était le gap du 10 juin 2024. 10 juin Ouais, 10 juin 2024. Donc, c'est très ferme. Le scénario, il a été vraiment respecté. On est au-dessus de la M10 qui monte. La M10, regardez, est ferme. Hein. Elle est haussière depuis le 15 avril. Donc, ça fait 1 mois et demi que finalement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est très, 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 très ferme. C'est un rebond colossal sur les small caps, puisque c'est un rebond de 29% sur les small caps. C'est colossal. Et donc, c'est très ferme. Et donc, tant que, encore une fois, on remonte les invalidations, on avait dit, voilà, construction est intéressante. Si on break, on a un nouveau signal aussi. On l'a eu. Et derrière, l'objectif pour moi, c'est de revenir dans cette zone-là. Cette zone-là, il faudra y faire attention. Il faudra y faire attention. Vous avez une grosse résistance qui est ici. Voilà. Quid de la suite? Est-ce que vraiment le CAC Small aura la capacité d'aller plus haut que cette ellipse? C'est possible. Et encore une fois, on analysera et comment dirais-je, et voilà, on tirera des conclusions, des hypothèses, des scénarios, des hypothèses de travail pour la suite. Mais je pense quand même que ça va être compliqué de tout péter par le haut comme ça d'un trait. Sauf événement géopolitique, pourquoi pas, qui viendrait nous donner effectivement un petit peu d'air pour pouvoir le faire, un petit peu d'essence, un petit peu de carburant. Donc voilà un petit peu pour les indices, le CAC et le CAC Small. Donc on est quand même sur deux configurations différentes. D'ailleurs, souvenez-vous, hein, le CAC a longtemps sous-performé, et là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a le CAC Small, pardon, a longtemps sous-performé. Là, ce qui est étonnant, c'est que le CAC Small surperforme et très largement. On passe aux actions. Désormais, avec Air Liquide. Alors, Air Liquide, l'analyse pour moi, elle est relativement simple. L'analyse, c'est que c'est le graphique hebdo. L'analyse, c'est que un investisseur, pour moi, l'opportunité n'est plus là. C'est-à-dire que l'opportunité pour un investisseur long terme, c'est lorsque effectivement on se rapproche de ce bas de canal. Donc ça, c'est une chose. Pour moi, l'investisseur long terme, est-ce que c'est le moment de rentrer sur Air Liquide maintenant? Je dirais plutôt que non. Pour autant, ce que je dois dire quand même, si je suis tout à fait honnête, c'est que la réalité, c'est que oui, la configuration actuelle sur Air Liquide, elle est, court terme, hein, je parle, elle est plutôt pas mal. Puisque on a, on a la configuration qui est en train de s'améliorer, avec une accumulation de points hauts, avec une congestion qui est en train de se former, et que si on arrive à repasser au-dessus des 187 euros, 188 euros, on peut avoir un nouveau signal haussier, pourquoi pas, pour aller retrouver les plus hauts historiques ici. Donc le potentiel, c'est pour ça que pour moi un investisseur long terme n'est pas forcément intéressant, parce que le potentiel haussier il est limité, voilà, vous avez 5, 6, 10% éventuellement, donc c'est relativement limité. Par contre, oui, en effet, c'est plutôt pas mal, et là aussi, tant qu'on tient la moyenne mobile
à 10 semaines, je considère que c'est plutôt positif pour Air Liquide. Donc pour moi, en résumé, Air Liquide, il n'y a pas d'opportunité long terme à ce stade. Par ailleurs, effectivement, à court terme, pour ceux qui veulent jouer un petit peu en swing, il y a peut-être quelque chose à tenter au-dessus des 188 euros. Stellantis fait partie des valeurs, vous le savez, qui ont bien rebondi. Donc on a eu le premier push en hebdo, donc c'est pas rien, hein, c'est un rebond je crois de 25% si je ne m'abuse, 25 ou 30%, je sais plus. 35%, vous voyez. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ce qui m'intéresse, moi, ce que je vois là sur Stellantis, c'est que on a fait effectivement le rebond technique, et là on a la construction. Et on verra à la fin de séance, parce que encore une fois il est 11h au moment où j'enregistre cette vidéo, si je crois, oui. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a un inside bar hebdo, c'est-à-dire qu'on a une bougie qui est à l'intérieur de la précédente. Ce qui est intéressant, c'est que ça dénote, ça atteste d'une consolidation, une congestion. Je suis en 4 heures, je suis allé un peu trop bas, mais en journalier, voilà. Ce qui m'intéresse beaucoup sur Stellantis, ce que je trouve pas mal à observer, c'est ça. Ouais. On a une congestion intermédiaire. Donc, la question est de savoir, est-ce que cette congestion intermédiaire, donc on a breaké l'oblique ici, la grande figure ici, alors, voilà, après, il faudrait mieux la tracer que ça, voilà, grosso modo, vous avez ce biseau descendant, d'accord, plus ou moins, on a la cassure et on a la congestion. Donc, ça se suit, ça se regarde de très près, Stellantis, mine de rien, malgré les difficultés, et effectivement, au-dessus des 9,37, vous pouvez avoir un signal haussier, avec une invalidation par là ou par là, tout dépend après votre profil, hein, voilà. Et après l'objectif, pour moi, le premier objectif, ce serait de revenir dans cette zone-là, aux alentours des 10,79 €, quelque chose comme ça. Et après, un petit peu plus si affinité, pourquoi pas aller chercher l'oblique ici en bleu, etc. Donc voilà pour moi, pourquoi Stellantis est à suivre, notamment la semaine prochaine, et pourquoi pas. Alors évidemment, il faudra que le marché tienne, il faudra que tout aille bien, etc. Mais malgré tout, je trouve que c'est pas inintéressant, quoi. Voilà. Alors, Schneider Electric, ça ressemble un petit peu à Air Liquide, hein, je vous la mets en hebdo. Donc, il y a eu une opportunité, effectivement, ici, qu'on avait cette zone, qu'on avait indiquée. Pas venu toucher le bas de canal, mais on est venu faire le pullback sur les plus hauts ici de 2023 et de 2022. Donc, l'opportunité long terme, elle était ici. En revanche, en effet, là, si vous voulez, voilà, on est au milieu quelque part. Si vous voulez tracer voilà, un range comme ça, on est au milieu du range. Donc, est-ce que vraiment il y a une opportunité long terme? Je crois pas. Plutôt donc achat 6 replis pour jouer comme ça. Maintenant, oui, effectivement, Schneider peut continuer avant de baisser. C'est tout à fait possible, probable. Mais en tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est qu'on n'est pas sur une opportunité long terme sur ce niveau de prix-là. Voilà, maintenant, chacun fait comme il veut, hein, vous le savez, hein, bien entendu. Mais à mon sens, non, on n'est pas sur une opportunité long terme. Voilà, après en swing, voilà, il y avait des signaux qui étaient plus ou moins intéressants. Voilà. Même si Schneider, vous voyez, elle est assez erratique, pas super agréable à trader. Mais voilà, il y avait effectivement ici, potentiellement, ben on y est dans la zone de prix, voilà, effectivement, en swing, pourquoi pas. En swing, voilà, avec une invalidation alors très agressive, le problème c'est qu'elle fait des mèches parfois, mais voilà, pourquoi pas, pour aller chercher le niveau de prix des 240, vous avez certainement un gap ici à aller chercher, pourquoi pas un autre gap ici à aller chercher, bref, il y a des choses éventuellement à regarder, ou pourquoi pas à faire. J'accélère parce que j'ai pris du retard. Kering ressemble un petit peu à Stellantis. Ressemble un petit peu à Stellantis. Donc là, je vous montre pas la config long terme, vous la connaissez, c'est très baissier. Mais en revanche, à court terme, ça se regarde, ça commence à se regarder. On a eu hier un petit signal qui s'est déclenché. Alors après, il faut la tracer mieux, hein, je l'ai tracé un peu à l'arrache là. Mais voilà, on avait cette congestion. Donc c'est pas mal, on a fait la cassure, pullback. Donc pour moi, un peu à l'image de Stellantis, on pourrait imaginer, c'est agressif hein, parce que c'est baissier, hein, que ce soit Stellantis ou Kering, mais on pourrait imaginer que tant qu'on est au-dessus des 165 €, eh bien on peut aller chercher les 193, mais surtout, on peut aller chercher pour moi cette zone-là. C'est-à-dire, grosso modo, aller chercher les 200, 205, quoi. Donc, ça peut se regarder, ça fait partie des valeurs qui peuvent se regarder. A contrario,
malgré, et vous le savez, mon avis positif sur les bancaires, malgré tout, je trouve que, voilà, que ce soit Société Générale qu'on a vu la semaine dernière, que ce soit BNP Paribas, le potentiel haussier, il n'est pas forcément immense. Je ne dis pas qu'on ne peut pas continuer, mais le potentiel haussier, il n'est pas forcément immense sur les bancaires. Ça ne veut pas dire que ça va s'effondrer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller retrouver les plus hauts historiques ici, mais vous voyez, le potentiel, il n'est pas énorme. Même si on revient ici aux alentours des 90, 91, bah, vous avez un potentiel de 10-15%, quoi. Bon, c'est pas foufou. Et on est sur une double zone de résistance. Résistance de cette oblique ici en rouge, résistance de celle-ci. Donc, voilà. Est-ce que c'est le moment de prendre part à la hausse de BNP Paribas pour du long terme? Ma réponse, c'est non. Court terme, si vous avez des congestions, des setups, etc., pourquoi pas, bien entendu. Téléperformance, c'est une configuration totalement différente. Téléperformance, c'est une configuration évidemment très baissière. Le point positif, vous le voyez, c'est que eh bien, la baisse a été non pas stoppée, mais ralentie. D'accord. Et effectivement, on a voilà, ce canal baissier qui a été cassé, la petite congestion, la cassure, la très petite congestion. Et donc pour moi, le signal sera donné en cas de break, ici, de l'oblique en rouge. Et là, éventuellement, on pourra se dire, ok, pourquoi pas, breaker, revenir ici, etc., etc. Pour moi, tout ceci sera invalidé, bien entendu, si on passe sous, grosso modo, les 70 €. À ce moment-là, on pourra dire, là, c'est dégradé et on a une nouvelle attaque baissière. Et là, je pense qu'il ne faudra pas se mettre en travers du chemin parce qu'on aura une attaque baissière conséquente. Voilà. Pour autant, moi, c'est une configuration que je surveille de très très près depuis, vous le savez, de nombreux mois. Pour le moment, ça ne veut pas y aller. Mais tant que ce n'est pas invalidé, pour moi, il faut quand même garder un œil sur Téléperformance. Une publication très décevante. Très décevante, c'est celle de Soitec. Celle de Soitec qui avait fait un rebond spectaculaire. Donc vous le savez, cette zone-là, pour moi, c'était une zone d'achat pour du long terme. Et elle avait généré un rebond spectaculaire, puisque c'était 46% de rebond. Ça a l'air tout petit, mais c'est 46% de rebond. Conséquent. Mais comme on le disait aussi, tant qu'on reste sous cette oblique ici, en bleu, que je vais transformer directement d'ailleurs en rouge, tant qu'on reste sous cette oblique-là, on ne retourne pas la tendance. Donc désormais, on a un niveau de retournement de tendance également horizontal qui est celui-ci. Donc, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 59 €, Soitec est toujours dans une tendance très baissière. Maintenant, celles et ceux qui croient que la valeur se reprendra et qui veulent investir, pour moi, oui, on est revenu sur la zone qui est intéressante, c'est la zone des 41. Et ne pas omettre que le titre peut aussi partir en cacahuète et revenir dans la zone des plus bas historiques de 2016. Donc, pensez à bien pondérer vos positions et à garder du cash pour éventuellement renforcer. Une configuration qui est intéressante, c'est celle des FDE, qui enfin est en train de se remettre dans de belles dispositions. FDE, on en a parlé il y a quelques mois, je crois, lors du break ici de l'oblique. Ce break, il a été poursuivi de manière positive. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, on a un setup de FOFO breakout qui est en train de s'opérer. FOFO breakout, c'est quoi? C'est qu'on a une congestion qui est en train de s'opérer au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, qui devrait se redresser dans les prochains jours. On a fait une résistance bien marquée, au moins 2 fois, si ce n'est plus. On a eu un premier break. Derrière, on a réintégré la figure. On a fait une congestion et on rebreak. Ça, c'est le setup du FOFO breakout. En général, c'est assez intéressant. Ce qui est assez intéressant, et on verra à la clôture ce soir, mais au moment où on se parle, on a un double top qui est en train de se former. Vous savez ce que je pense sur les doubles tops, ils génèrent des accélérations souvent assez importantes. On le verra d'ailleurs sur 2 CRSI qu'on avait vu la semaine dernière. Il y avait un double top, et derrière, vous avez vu l'accélération qu'il y a eu. Donc c'est le genre de configuration qu'on aime beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'elle marche à tous les coups, ça veut dire qu'on les aime beaucoup parce qu'on sait que quand ça marche bien. Voilà. Bon, donc pour moi, encore une fois, tant qu'on est au-dessus de ce pattern, tant qu'on est au-dessus des 28 €, Française Énergie, c'est plutôt pas mal. Problématique de Française Énergie, c'est que c'est un titre peu liquide. Là-dessus, vous avez en moyenne 300 000 € échangés par jour. Donc, attention aux tailles de position. Le problème, c'est qu'aussi les stops fixes, des fois, ils se font sortir pour rien avec des mèches. Donc, peut-être que sur ce genre de titre-là, il vaut mieux avoir des tailles de position plus petites et faire ce qu'on appelle des stops manuels, c'est-à-dire attendre la clôture de la journée ou le lendemain matin pour sortir manuellement
sa position si on est sous un niveau d'invalidation qu'on s'était donné. Ok. Qu'est-ce que j'ai encore à vous proposer? J'ai du ASML Holding. Alors ASML Holding, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc sur le niveau de long terme, bon, vous le savez, c'était ici, l'oblique, on en avait parlé à 616. Le deuxième niveau, il est là. Donc pour les long-termistes, pour moi, on est toujours à quelque chose près sur un niveau assez intéressant. Maintenant, dans le rebond, ce qu'on avait dit, c'est que voilà, ce qu'on attendait, le scénario qu'on attendait, c'était la congestion et la cassure par le haut. C'est ce qu'on a, pullback. Il faut tenir. C'est là qu'il faut réagir pour ASML Holding. Il faut bien tenir voilà, ce truc-là. Tant qu'on tient ce niveau-là à court terme, pour moi c'est positif. Et la relance sera bien entendu au-dessus des 688 et de la moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Pernod. Pernod, il n'y a rien de nouveau. Malgré l'été qui arrive, il n'y a rien de nouveau sur Pernod. Et je dirais même que c'est toujours pas terrible. Alors oui, la zone ici de long terme qu'on avait indiqué, les 82, 83, a rebondi, mais c'est tout ce qu'elle a fait pour le moment. Donc voilà, alors on peut affiner un petit peu peut-être nos graphiques. Hein. Voilà, on peut commencer éventuellement à tracer, etc. Mais là aussi, voilà, tant qu'on n'arrivera pas à redépasser eh bien cette oblique ici en rouge, je considère que c'est compliqué. Donc voilà, je vois rien pour le moment, je vois pas de signal de retournement, je vois pas, voilà, donc il faut encore être patient sur Pernod à mon sens, il n'y a pas grand chose à faire. STM qui s'est bien reprise, hein. C'est bien repris, STM, oui Paris. Donc voilà, alors c'est toujours baissier bien sûr, hein, on est sous la M200 etc. Bon très bien. On avait parlé effectivement de cette congestion là, donc c'est plutôt pas mal pour le moment. Hop, j'enlève un peu mes vieux gribouillages. Donc ça, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Et je trouve qu'on est en train de construire la figure intermédiaire, là. Donc pour moi, ça fait partie aussi, tout comme Stellantis, tout comme Kering, ça fait partie des valeurs qu'il faut continuer à suivre. Voilà, on peut avoir une congestion qui peut être pas mal. Et si vous avez ce genre de choses, petite congestion là, moi, je le tenterai, je vous le dis. Si on a ce setup-là, moi, je tente. Hein. Ça coûte rien. Hein. Quand vous avez un setup comme ça, le stop un petit peu court, et puis après, vous avez un gros potentiel, puisque le TP1, il est là. Le TP1, il est autour de 27. Donc, en termes de ratio gain-risque, c'est pas mal. Hein. En termes de ratio gain-risque, vous avez un stop à, allez, on va dire 5% pour aller chercher 14 en premier TP. Donc, vous voyez, et après, vous avez des gaps ici. Donc, il y a quand même du potentiel. Voilà. Mais il faut attendre le setup. Le setup, pour le moment, il n'est pas là. On a la construction qui est là. On a eu le premier setup ici. On a eu le deuxième setup là. Et il faut attendre le troisième. Vous avez vu que plus le graphe avance, plus les constructions sont longues. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ici, vous avez eu, par exemple, ça c'est très intéressant. Là, vous avez une construction de 4 bougies. Là, vous avez une construction, je ne sais pas combien, mais on doit avoir une dizaine de bougies. Et là, vous avez une construction, probablement, qui va durer peut-être une vingtaine de bougies. Donc on a des constructions de plus en plus longues. Ça veut dire que potentiellement, ça laisse aussi du temps à des gérants de fonds d'accumuler de plus en plus. Plus la figure est grande, plus elle prend du temps à être construite, plus derrière, vous avez un potentiel haussier qui est important. D'accord. Évidemment, le top pour nous, petits investisseurs, c'est de rentrer dans la première. C'est ça qui est le plus rémunérateur, bien entendu. Malheureusement, la première, c'est aussi la plus risquée, parce que c'est la moins solide, c'est la première. Donc il y a eu moins le temps, si vous voulez, de construire, il y a eu moins d'investisseurs qui ont pu accumuler des positions, donc c'est moins, par définition, c'est moins solide. Mais c'est le plus rémunérateur. Voilà. Nous continuons avec Air France. Bon, je suis assez content sur Air France parce que je vous l'avais proposé il y a 2 semaines, je crois, ouais, le vendredi 9, 3 semaines. Donc voilà, magnifique, hein, voilà, c'est le plan qu'on avait donné. On a donné un premier objectif dans cette ellipse, deuxième objectif dans cette ellipse, on va toucher très certainement les 2 TP. Donc voilà, c'est du classique, voilà, c'est du classique sur ce qu'on a montré, et là encore, contrairement peut-être à ce que je n'aime pas, c'est-à-dire faire la météo de la veille, là ce qui est intéressant c'est de proposer un plan avant qu'il se déroule, et là vous voyez c'est très intéressant. On avait effectivement la congestion ici, la cassure, la congestion ici, il y avait
Voilà, vous l'avez montré ici, ralentissement des volumes, et derrière, pouf. Vous le connaissez ce setup. Ce setup, je vous l'apprends, et je me fais un plaisir d'ailleurs. C'est une fierté pour moi de vous le proposer tous les week-ends, parce que c'est un setup qui marche pas tout le temps, mais qui marche régulièrement. Et donc ça permet en effet de faire ce genre de décalage là. Vous le verrez un petit peu plus tard, il y a eu un setup similaire aussi sur Aventum. Là je ne l'ai pas partagé, c'est vrai, je l'ai partagé sur MTT, sur le salon, mais vous allez voir, ça a marché également à merveille. Air France, XFab. Alors XFab c'est une valeur que j'adore, et je la suis plus, ça m'embête, je la suis de moins en moins, et alors que c'est une valeur que j'adore. Et la config, elle est canon, quoi. La config, elle est vraiment canon, elle est en train vraiment de se retourner, là, cette valeur-là. Donc voilà, je regrette parce que je la traite pas et parce que j'ai pas eu vraiment les setups que je voulais. Mais là, voilà, c'est clairement, il y aura quelque chose à faire là sur le passage des 5,46 € quoi. Donc on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Il y a du potentiel sur cette valeur-là. Il y a vraiment du potentiel, hein. Donc à suivre de très près. Voilà. XFab, franchement, à suivre de très très près pour les prochains jours, on y reviendra. ADP, le train est passé, puisque vous le savez, on avait proposé la zone de long terme qui est... non, pas celle-là. ADP. Voilà. La zone de long terme, je la mets en mensuel, elle était là. Voilà. Donc le point bas, il a été fait pile sur ce qu'on espérait, c'est-à-dire les 89 €, quelque chose comme ça, 90 €, 10 €. Et on a fait un rebond de 30%. 30% en 2 mois. En 2 mois, 30%. Colossal. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la problématique pour moi sur ADP, c'est qu'on revient sur cette oblique-là. Donc, on est sur une zone qui va être complexe à passer. On peut la passer. Et pour moi, de toute façon, on finira par la passer parce que pour moi, le graphique est haussier. Maintenant, est-ce qu'on va la passer tout de suite ou est-ce qu'on va avoir une dernière correction avant éventuellement de repartir? Ça, je ne sais pas. Donc, toute la question est de savoir, est-ce que désormais on va passer l'oblique ou pas? Est-ce qu'on va venir s'installer là, congestionner? Dans ce cas-là, on cherchera des achats pour continuer. Ou est-ce que tout simplement, on va avoir un signal vendeur? Et là, du coup, on va revenir réintégrer. Et là, à nouveau, on aura une opportunité d'achat pour du long terme. Dans les deux cas, pour moi, c'est de la hausse à long terme. Mais simplement, là, au niveau timing, investir maintenant sur ADP, je pense que c'est pas forcément très, très, très judicieux. Clara Nova, qui s'est, vous le savez, bien redressé. Alors, ça reste une tendance baissière, hein, mais le graphique est vraiment sympa. Le graphique est vraiment sympa, avec ce retournement, etc. Vous avez des plus bas ici, qui ont été touchés. Bon, bref, vous connaissez le graphe un petit peu, puisqu'on l'avait présenté. Voilà, elle était en verte, hein, la zone des plus bas. Donc, voilà, pour le moment, je vois pas de setup là. D'accord? Je vois pas vraiment de setup. Quoique, parce que on peut aussi considérer qu'on a breaké cette zone-là. Alors, elle n'est pas super propre, hein, parce que là aussi, c'est pas hyper liquide. Mais on peut considérer qu'on a breaké et qu'on est en train ici de congestionner. Donc, quand je dis je vois pas de setup, je vois pas encore le signal. Mais le signal, là, clairement, au-dessus de cette oblique ici en rouge, vous aurez pour moi un joli signal à tenter. Le stop d'invalidation, évidemment, il est là. Après, ça dépend. Quand je vous mets un stop d'invalidation, ça dépend de vous, ça dépend de votre profil. Voilà, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Si vous voulez être un petit peu plus large, vous mettez là. Si vous voulez être un petit peu plus agressif, vous mettez là. C'est à vous de voir, bien entendu. Mais grosso modo, c'est voilà. Ne me mettez pas un stop là. Voilà, quand je vous montre un stop, c'est pour vous dire ne me mettez pas un stop ici. Voilà, ça n'a pas de sens. Si vous mettez ou alors soyez long-termiste, quoi. Ne mettez pas stop. Mettre un stop là, c'est autant ne pas mettre de stop. Hein, ça sert strictement à rien. D'accord? Donc voilà, éventuellement, pour aller chercher, donc retrouver ici les 3,05 € et après, et plus c'est affinité, hein, retournement de la M200, etc. Donc après, c'est un mode trend following. Hein. Alors Galapagos également, qui est, alors c'est une biotech, hein, alors c'est une valeur que je tradais beaucoup par le passé, parce que à l'époque, ça peut paraître paradoxal, mais à l'époque, c'est une valeur trend following. Voilà. C'était là, voilà, 2018, etc. Regardez, hein, c'était une très très belle. Et puis, bon, ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé, mais eh bien, l'écroulement de cette valeur-là semble, pourquoi pas, éventuellement tenter de s'achever dans ce biseau descendant, cassé, c'est chaotique. Mais dans le chaos, il y a enfin des choses qui sont intéressantes, notamment ça. Notamment ça. Donc, à suivre de près Galapagos, notamment au-dessus des 26,18 € et au-dessus des 26,40 €. L'invalidation, elle est facile. Elle est sous la MM200 plus le pattern. Donc là-dessus, voilà. L'avantage, c'est que vous pouvez déjà aller chercher
la fermeture de ce gap-là, et éventuellement même aller chercher voilà, le niveau des 30 euros, ça peut être pas mal. Donc voilà, après, c'est une biotech, c'est risqué, soyez intelligents sur le money management, adoptez un money management défensif, car vous pouvez avoir une news qui vient vous plomber évidemment tout ça. Voltalia, donc toujours très très ferme. Voilà, on a brisé l'oblique, donc il n'y a rien à dire. On avait tenté une entrée ici, on en a tenté une autre ici sur le salon là. Bon, voilà, pour le moment c'est très très ferme. On est tant qu'on tient voilà, la zone ici des 8,35 €, pour moi, il n'y a rien de plus à dire. Et chaque consolidation intermédiaire doit être achetée pour aller chercher les niveaux suivants. Vous avez un gap ici notamment, vous en avez un autre ici également. Aventium, alors voilà, ça c'est une config que j'ai partagée uniquement sur MTT, mais la config vous la connaissez, c'est toujours la même chose. Donc c'est une tendance là très baissière, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais à court terme, il y avait une config rare, puisque vous aviez un inside bar, vous aviez également une forte, regardez, réduction de la volatilité, une baisse des volumes, il y en avait eu une également qui avait été ici d'ailleurs, baisse des volumes, réduction de volatilité, donc derrière on a acheté, et derrière, voilà, vous pouvez faire, alors le stop c'est très volatile, hein, Aventium, donc le stop évidemment est important, donc vous ne pouvez pas avoir la même taille de position que sur du Kering, du Stellantis, du BNP Paribas, du Téléperformance, que vous voulez, mais en revanche aussi, même si le stop est loin, derrière vous avez des calages impressionnants, puisque derrière c'est jusqu'à, pour le moment, 48% de hausse. Donc voilà, même si vous avez un stop à 15, on s'en fout, parce que votre ratio gain-risque, il est très important, c'est juste votre taille de position qui, elle, va être diminuée en conséquence. Ok ? Donc voilà, genre de setup qu'on aime. Bon, là, je joue pas hein, le retournement plus que ça sur Aventium. Voilà, on verra, mais c'est une tendance baissière. On joue vraiment voilà, des petits décalages. Voilà, enfin des petits décalages, 48%, vous allez dire, c'est pas un petit décalage. Mais si vous voulez, par rapport à la baisse, ça reste petit, quoi, par rapport à la baisse générale du titre. Bonsoir, toujours pareil. Donc, on avait parlé de la zone long terme, vous le savez. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ADP, hein, le graphe. Et là, voilà, on est revenu à l'oblique. Donc oui, on a fait un très beau rebond. Oui, on a fait un rebond de 23%. Mais pour le moment, c'est plus un moment de prise de position. Il faut patienter, il faut attendre un setup, notamment plus court terme. Carrefour, donc nous, on avait joué, vous savez, le swing. On est sorti sur le swing vendredi dernier. Et vous avez dit, attention, la prise de voilà, l'oblique, on vise l'oblique, souvenez-vous, hein, l'oblique en rouge, c'est ce qu'on vise. Regardez où on a fait la mèche. Quand même, l'analyse technique, je veux bien que certains la critiquent, mais enfin, quand même, des fois, il faut regarder la réalité en face. Donc, on est venu effectivement chercher le point d'objectif. Donc, nous, on est sorti sur stop, parce que j'espérais que potentiellement, on pouvait quand même briser l'oblique, on l'a pas fait. Maintenant, est-ce que c'est mort? Non, c'est pas encore mort. Là, c'est normal que vous ayez une... Donc, l'entrée, elle était là, je vous l'avais partagé d'ailleurs. Pareil, avec Air France, c'était le même jour. Donc, voilà. Mais effectivement, vous avez... Donc là, il y a un versement de dividendes. Mais effectivement, c'est pas parce que vous avez effectivement eu une prise de bénéfice que, quelque part, que c'est fini, quoi. Voilà. Donc derrière, on va continuer à la suivre. On va continuer à la suivre, ok? Donc on va voir, là d'ailleurs, tiens, on est en train de revenir, donc on va voir hein, s'il y a une petite congestion par là, eh bien on pourra tenter à nouveau Carrefour pour revenir ici, et là à nouveau on montera le stop en se disant, ben, si derrière ça repart à la baisse, on sort. Si par contre ça break enfin l'oblique, parce que ça finira de toute façon, la figure elle est trop... il y a trop de congestion, regardez en mensuel. Regardez, la congestion, elle est immense. Donc cette figure-là, on va en sortir, hein, de toute manière. Hein, d'une manière ou d'une autre, on va sortir de la figure, et ça va pas tarder. Donc voilà, est-ce qu'on va casser par le haut ou par le bas? J'en sais rien, mais donc il faut anticiper le fait que, eh bien, si on arrive effectivement à casser par le haut, qu'on ait au moins une petite position dedans. Je continue, j'espère que j'ai rien oublié, tac tac tac, je reprendrai à la fin parce que j'oublie tout le temps. Après, je me fais engueuler sur les réseaux. Ouais, t'as oublié ça. Désolé. Donc, Dassault Systèmes, on est toujours dans le même en mensuel. Donc pour moi, zone d'opportunité long terme, elle est ici. Donc la zone des 31. La deuxième, elle est là, 20. Pour moi, à long terme, il n'y a rien à dire. On est toujours dans la zone. Et à court terme, la construction est pas mal de mémoire. Voilà. La construction est pas mal.
Donc on a breaké l'oblique ici en bleu, et là, voilà, on bloque maintenant ici. Donc il faut arriver maintenant à breaker les 34,80. Et là, on aura très certainement à nouveau une relance pour aller chercher. Bon, vous avez la zone de gap plus la zone de support ici aux alentours des 37,50 €. Et après, pourquoi pas les plus hauts. Donc rien n'est fait, mais c'est pas mal. Ça fait partie, je peux la mettre également avec Stellantis, etc. Ça fait partie des valeurs qu'il va falloir continuer à suivre. Mais simplement, c'est long. Voilà, c'est vrai que bon, après, dans ce système, c'est pas être trop nerveuse. Hein, mais voilà. Pour le moment, il n'y a rien du tout d'invalidé. Au contraire, je dirais même que ça construit plutôt bien. C'est pas la plus belle, mais ça construit plutôt bien. Médincel, petit clin d'œil à la petite bibliothèque du Sud, puisque Médincel, ils sont pas très loin de chez moi. Ils sont à Jacou, à côté de Montpellier. Donc plutôt une belle bibliothèque. Je veux pas donner de billets parce qu'après on va dire ouais, tu dis belle bibliothèque parce que tu es de là, mais bon voilà. Nous on a une position en cours. Bon, je sais pas si ça va tenir. Pour le moment ça tient. Le stop n'a pas été touché. Ça se joue au trait de crayon, mais le stop n'a pas été touché. Donc voilà, éventuellement, pourquoi pas tenter quelque chose si on a une nouvelle congestion. Voilà, par là. Mais c'est pas mal, on repasse au-dessus de la M200. Bon, la grosse zone, elle sera là. Hein. De toute façon, on le sait, hein, la grosse zone à passer, elle sera là. Mais c'est pas si mal que ça. Voilà, c'est pas si mal que ça. Le graphe est pas mal aussi. Après, là aussi, c'est biotech, soumis aux news, vous pouvez avoir, etc. De CRSI, eh bien, le double top, hein, encore une fois, on l'a vu la semaine dernière. Donc, bon, le double top de la semaine dernière, regardez ce double top si c'est pas beau ça. Voilà. Double top. Alors quelqu'un qui m'a demandé en message privé, est-ce que c'est important qu'on ait un double top au centime près? Oui, plus vous avez à avoir un double top au centime près, mieux c'est. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, vous avez des ordres vendeurs au centime près. Et donc quand ils sont pétés, derrière, vous avez l'accélération. C'est ce qui s'est passé ici. Donc derrière, ouais, le double top, il est cassé, et derrière, vous avez quand même une accélération jusqu'à 44%, c'est colossal. Ce qu'on espérait la semaine dernière, c'est d'avoir la conso intermédiaire. Je pensais qu'elle arrivait ici. Ah, c'est pour ça que je la surveillais, moi, donc mercredi et hier. Mais ça rebrequait tout de suite. Donc il n'y a pas eu, voilà, enfin, pour moi, hein, il n'y a pas eu. Après, il faut rentrer, voilà, après, il faut rentrer en petite unité de temps. Voilà, après, les traders, vous allez rentrer en 1 heure. Voilà, en 1 heure, vous allez aller chercher des setups en 1 heure. Hein, d'accord? Voilà. Là, par exemple, le trader 1 heure, bon, ben lui, il se dit, ah ben ouais, moi, j'ai ma consolidation intermédiaire. Là, il se dit, ah ben là, j'ai ma consolidation intermédiaire. Mais ça, c'est le setup 1 heure. D'accord? Là aussi, il y en avait une très très belle. C'était la plus belle d'ailleurs. Elle était là. Voilà. J'ai ma consolidation 1 heure. Mais c'est pas, voilà, là, c'est pour l'intraday. C'est quelque chose de différent. D'accord? Mais c'est possible. C'est possible. Ok, SES. Alors, on a eu chaud avec le stop. On a eu très chaud sur SES. On a failli se faire sortir ici. Mais pour le moment, ça tient. Pour le moment, ça tient. Et il va falloir désormais repasser ce niveau-là. Repasser le niveau des 5,30 € pour pouvoir breaker et aller chercher les objectifs. La config est toujours pas mal. Je rappelle que c'est une oblique baissière qu'on a breaké, qu'on a pullbacké, on a fait la congestion, figure, etc. Maintenant, il faut valider, mais ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, toujours là-dessus, toujours avec une position Interparfum qui déclenche. Là aussi, je la mets dans la catégorie Stellantis, etc. Qui a déclenché, donc on le disait la semaine dernière, il va falloir breaker ça pour continuer, et c'est plutôt pas mal. Elle a déclenché sur la séance de mardi, et elle continue. Donc voilà, ça fait partie, je crois, des mids. Donc la zone investisseur, elle était là, vous la connaissez, les 32, donc ceux qui l'ont joué parfait, ils sont toujours dedans. Il y avait une deuxième zone qui n'a pas été touchée encore aux alentours des 18, mais en tout cas, voilà. Mais attention, cette zone-là, la zone des 38-39, peut être une zone de prise de bénéfices également. EuroAPI, pareil, alors à l'image de Aventium, hein, c'est un trade que j'ai partagé sur MTT. Spéculatif, c'est pour jouer du décalage. Hein, voilà. Là, je vous le montre, ce trade-là, pour vous montrer que c'est exactement la même chose que ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Hein. On avait effectivement, hop, mise en place d'une congestion, vous le voyez, c'est très clair. Réduction également, je crois, des volumes. Mais pas tant que ça. Oui, il y avait quand même, oui, on le voit, c'est quand même très baissier. Mais c'était pas aussi flagrant que notamment Aventium, il faut être honnête.
Par contre, voilà, derrière, il y avait une belle congestion, le break, et derrière, voilà, un peu de réussite avec le décalage qui est fait. Maintenant, ne pas omettre que EuroAPI, c'est un graphe en difficulté, etc. Donc, voilà, une fois que vous avez fait le décalage, vous prenez vos bénéfices, et puis vous attendez éventuellement plus tard une figure intermédiaire pour pouvoir éventuellement retenter quelque chose plus tard. D'accord. Et ne pas omettre aussi que là-dessus, j'en sais quelque chose sur EuroAPI parce que moi j'ai pris un gap baissier de 50%, je crois, il y a 2 ans. Donc ne pas omettre que EuroAPI est capable de, sur une news, de vous faire extrêmement mal. Donc il faut money manager également ceci. On continue avec Nexity. Nexity, c'est une reprise court terme, on va dire. Voilà. C'est une reprise court terme. Donc nous, on avait tenté d'ailleurs sur le salon. Voilà, ça fait partie, comme je vous dis, je vous montre toujours tout. On avait tenté un achat ici, voilà, et là par contre ça s'est fait sortir, alors pas au plus bas, mais presque. Donc voilà, ça fait partie des trades qui n'ont pas fonctionné. Voilà, elle a breaké et derrière on est revenu en arrière, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, pour moi il faut, voilà, si vous êtes dedans, vous accompagnez, mais faites quand même attention parce que ça reste baissier quand même. Le graphe n'est pas encore clair pour moi. Voilà. Ouais. Ce que je vais dire ça, tout simplement, parce que vous voyez, bon voilà, il faut être honnête, il faut avoir la reconnaissance de dire que l'honnêteté de dire que le graphe n'est pas très clair pour moi. Alors le graphe long terme l'est. Et en fait, la réalité, je vais vous dire, la réalité, c'est que en fait, il y a ça qui me perturbe. Voilà. Je la mets en hebdo peut-être, c'est un hebdo que là, voilà. C'est ça qui me perturbe. Voilà. Ce qui me perturbe, c'est ça. Ce qui me perturbe, c'est qu'on a fait une baisse gigantesque, puisque le titre a quand même perdu, allez, on va dire depuis les plus hauts de 2018, le titre a perdu jusqu'à 86%. Et quand on a une baisse aussi marquée, et qu'on arrive à quelques pourcentages des plus bas historiques, je me dis toujours que le marché, en général, se fait un malin plaisir d'aller chercher des niveaux. Donc, voilà, ma crainte, elle est là. C'est pour ça que j'ai toujours un biais assez négatif sur Nexity, même si c'est une valeur qui m'intéresse. Et encore une fois, si on revient dans cette zone-là, je pense que je m'y intéresserai de près, y compris pour du long terme. Mais voilà pourquoi, en fait, pour être tout à fait transparent avec vous, voilà pourquoi j'ai toujours un petit peu... Voilà, le graphe n'est pas clair. Il y a ça, ce paramètre-là que je viens de vous indiquer qui est là. Donc pour moi, ça fait quand même un certain nombre d'éléments qui font que j'ai un petit peu de crainte. Donc voilà, plutôt sur le côté. Elior qui s'est bien reprise. Enfin Elior nous fait le petit signal. Bon, on l'avait vu la semaine dernière, hein. On avait dit on va faire le suivi. Donc l'achat au-dessus voilà, était propre. Hein. Vous aviez l'inside bar, encore une fois, hein, regardez. La bougie ici, à l'intérieur de celle-ci. Vous aviez... Hop, regardez. Regardez les volumes sur cette bougie-là. Vous avez vu les volumes? Cette bougie-là par rapport à celle-ci et celle d'avant. 3 jours de réduction forte des volumes après un gros volume ici. Voilà. Et derrière, vous breakez. Et donc derrière, c'est pas mal, puisque derrière, vous avez quand même un décalage de 9%. Et après, vous accompagnez. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ceux qui n'en ont pas et ceux qui veulent éventuellement en prendre, allez, la petite réduction de volatilité, si elle a lieu, pour pouvoir breaker. Quels sont les objectifs à attendre? Alors là, on a un premier objectif, mais je pense qu'on peut aller chercher quand même les 3,50 €. Et après, on verra si affinité. Rémi Cointreau, je l'avais oublié la semaine dernière, je m'en excuse encore une fois. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est mieux toutefois que Pernod tout à l'heure. Maintenant, rien n'est fait également. Donc on a breaké, on fait la congestion. Ce qui est mieux par rapport à Pernod, pourquoi je dis que c'est mieux? Parce qu'on a ça. Donc ça se surveille quand même. Il va falloir pour moi breaker dans un premier temps les 49 € et dans un second temps ici les 50 €. Si vous passez au-dessus de tout ça, ça peut être un petit peu mieux. N'oublions pas quand même, malgré tout, même si on passe tout ça, qu'on est toujours dans une tendance baissière. Mais le momentum baissier est en train potentiellement de ralentir. Oui. On passe aux States avec Boeing. Alors Boeing, on en avait parlé pour du long terme, il y a un paquet de temps. Voilà, donc on avait la zone des 130 à 150, la zone des 100 à 115, on a fait le plus bas à 129, donc la zone elle a été quand même parfaite là aussi pour du long terme. Hein. Voilà, l'intérêt aussi, même quand on fait que du long terme de l'analyse technique, et encore une fois il n'y a pas besoin d'un bac plus 8
pour avoir quelques connaissances en analyse technique, mais derrière, ça vous permet quand même d'avoir un bon timing et de bénéficier de 60% de hausse. Oui, voilà, on avait fait l'analyse il y a un bout de temps, ça devait être ouais, il y a un an. Il y a un an, purée, qu'est-ce que ça passe. Donc voilà, on est venu voilà, faire l'appui dans la zone. Et là, bon, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Le scénario s'est déroulé à merveille, donc il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant, là, on a voilà, des corrections intermédiaires qui sont pas mal. Ça, c'est pour le swing. Les objectifs, c'est de revenir dans la zone des 240, voire dans la zone des 265. Après, on verra. Stoneco, alors ça, c'est une config à suivre. Stoneco, alors j'ai arrangé un petit peu parce que à l'époque j'avais pas tout à fait le même graphe. Donc on est venu ici sur un support de long terme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le graphe avec le pattern intermédiaire. Bon, je nettoie tous mes vieux trucs. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est celui-là. Voilà. Je le trace à l'arrache, hein, vous m'en voudrez pas. Ce qui est intéressant, c'est ça. Donc à suivre de près, Stoneco, si on a ce pattern qui se valide et qui casse par le haut, et l'objectif c'est de revenir dans la zone en gris, ici. Les plus bas de 2018 et de 2020, la zone de friction ici en, en 2021 et les plus hauts ici en 2024. Donc l'objectif pour moi, hein, c'est de revenir dans cette zone-là. Donc si tout ça casse par le haut, on peut tenter. L'invalidation pour moi, tout ça sera invalidé. Bon, vous avez un gap, donc tant qu'on reste au-dessus du gap, au-dessus des 12 $, retenez ça, 12 $, pour moi la config tient encore. UPS. Donc, en long terme, ouais, c'est pas mal. Long terme, c'est ouais, c'est pas mal du tout. Donc, vous avez une double zone d'ailleurs. Pour du long terme, c'est l'action vous plaît. Hein, on est sur une première zone. Bon, il y en a une deuxième, évidemment, qui est là, vous la voyez. Donc, vous avez une première zone, voilà, 88, 87. Bon, on les a touchés, hein, 91. Voilà, on n'est pas à quelques dollars près. La deuxième, elle est sous les 47. Donc ça, c'est très intéressant. Vous devez avoir un support oblique, mais qui a été légèrement enfoncé. Voilà. Il est là. Donc vous avez quand même... ouais, c'est une belle zone. C'est une belle zone. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent investir comme ça sans se prendre la tête. Pour ceux qui veulent investir sur Momentum, vous tracez ici votre petit oblique. En rouge. Oh. Voilà, vous devez même avoir un petit canal tranquillement. Voilà, je le mets mieux que ça. Voilà. Petit canal descendant, baissier. Donc tant qu'on ne recasse pas tout ça par le haut, on n'a pas de signal de momentum. Voilà. Donc investisseurs qui ne veulent pas se prendre la tête, première zone on y est, la deuxième zone ici. Et ceux qui sont intéressés mais qui veulent un signal haussier un petit peu plus fort, hein, j'allais dire, accompagné, et bien à ce moment-là, vous attendez la cassure de ce canal par le haut. Tesla, qui s'est bien reprise. Hein. Bien repris, Tesla. Voilà. Beau chandelier. Bon, c'est très volatile, hein, Tesla, hein, attention. Hein. Donc là, il faut faire attention parce que dans les deux sens, ça peut être méchant. Donc Tesla, il y avait la correction ici qui a fini par casser par le bas. Donc je vais nettoyer un peu mon graphe parce que ça commence à être la foire. Voilà. Voilà, bon, on en avait parlé dans la zone très long terme. Hein. Vous vous souvenez de cette zone? Bon, j'y reviens pas. Mais voilà, depuis, il y a des constructions qui sont plutôt pas mal. Ah, ben il y avait un double top ici, non? Oh oui, il y avait. Est-ce que c'était au centime de dollar près? Non, pas tout à fait au centime de dollar près. Enfin, c'était quand même très proche. Double top ici qui a été cassé. Derrière, on a le break. Pattern intermédiaire ici, plutôt pas mal. Voilà, derrière, on break. Bon, on arrive sur des premiers niveaux d'objectifs qui sont là. Après, il faudra viser les 433 et enfin les 484. Donc les plus hauts historiques. Pour le moment, il n'y a rien à dire. Tant que, encore une fois, vous continuez d'enchaîner les patterns et vous continuez à tenir les patterns et casser les patterns par le haut, très franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Repligen, Corp, le graphe de long terme, il n'y a rien à faire. Même de court terme, il n'y a rien à faire. C'est juste un énorme biseau descendant. Donc, je vous la montre parce que ça peut mettre du temps, mais mettez-la de côté parce que si à un moment donné le graphe long terme se valide, ça peut être vraiment intéressant de jouer ça. Peut-être que on va se faire le plaisir d'aller faire quelque chose comme ça, venir toucher ici la MM200 avant de breaker et de repartir. Donc on a ce scénario en tête, on le garde, je ne sais pas si c'est celui qui va se produire,
mais on garde ce scénario en tête éventuellement pour plus tard. Peloton, on l'avait vu la semaine dernière. Donc Peloton, pour moi, elle a breaké la semaine dernière, elle est venue faire le pullback, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Donc maintenant, il faut la suivre de près. Je ne vous montre pas le graphique long terme, vous l'avez vu, c'est très baissier. Mais on a quand même des choses qui sont intéressantes, qui sont en train de se mettre en place. Donc on avait cette grosse congestion, cassure, pullback. Donc maintenant, il faut que cette congestion intermédiaire break par le haut. Et là, on aura une prise de position. Tout ceci sera invalidé sous les 6,30 ou sous les 5,80, peu importe, en fonction de votre profil. Mais en tout cas, il y a un début de quelque chose sur ce titre qui est en train de s'opérer. Ok? Donc, ça se regarde, ça se suit, ça s'observe. Nvidia, bon, le graphique, il n'y a pas grand chose à dire, très ferme. Donc moi, vous le savez, j'ai vendu 2 tiers de ma position, il me reste 1 tiers de ma position. Le tiers de ma position d'ailleurs, le stop, il est à l'endroit, je n'ai pas bougé, que je vous avais indiqué, 64% de rebond. Le potentiel est derrière, les effets. Je pense que investir maintenant sur Nvidia sur du long terme, voilà. Vous savez ce que j'ai dit. Lorsque nous étions là, vous disiez c'est pas le moment d'y aller. Lorsqu'on a fait le repli, je vous ai dit c'est le moment d'y aller. Et là, à nouveau, je vous dis c'est plus le moment. Est-ce qu'on peut aller faire des nouveaux plus hauts? Oui, je l'espère. C'est pour ça que j'ai gardé une position. Est-ce qu'on peut aller revenir même dans la zone des 165 $? Oui, je le pense. C'est possible et je l'espère. Mais ce n'est pas, à mon sens, une opportunité long terme. Voilà. Donc, mon scénario sur Nvidia, c'est toujours le même. C'est une tendance long terme où on achète sur repli pour voir des niveaux plus hauts, où on achète sur repli pour voir, etc., etc. C'est ça le graphe. C'est ça l'optimisation du timing, que ce soit sur le plan technique ou également sur le plan de la valorisation. Le titre à suivre, c'est Kendrion. C'est un titre que vous connaissez, puisque je vous en avais parlé il y a plusieurs mois. Et puis, je vous avais dit, voilà, ce qu'on attend ici, c'est la congestion, la cassure par le haut, et éventuellement, voilà, la congestion là, pour ensuite repartir. Ben, on est là. Voilà, on est là. Donc, je nettoie mon petit graphe. Voilà. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Titre à suivre. Si la congestion se poursuit, il y a une belle congestion là aussi. Alors c'est pas évident à trader parce que là aussi, voilà, c'est un graphe, c'est un titre où vous avez 300 000 € échangés par jour. Donc voilà. Mais par contre, si on casse tout ça par le haut, si on break les 11,80 €, vous pouvez avoir une nouvelle accélération pour revenir aux alentours des 12,12 € et éventuellement jouer le break de l'oblique pour jouer un retournement de long terme. Ça reste baissier bien sûr sur le long terme, mais évidemment que bien, en termes de ratio gain-risque, c'est intéressant. Et je termine, comme d'habitude, par, s'il veut bien s'afficher, le screener. Le screener Trend Following. Voilà. Donc vous avez la plupart des valeurs. Je rappelle, vous pouvez faire un screenshot, je vous rappelle que le code du screener Trend Following est dans l'espace membre qui est accessible, bien entendu, totalement gratuitement sur le site lepodcastdelabourse.fr. La semaine prochaine, il y aura une vidéo, vous inquiétez pas, mais certainement que j'enregistrerai la vidéo jeudi soir, parce que j'ai pas mal de choses à faire pour tout vous dire, pour vous raconter ma vie vendredi, et du coup je pense que j'enregistrerai la vidéo jeudi soir. Je sais pas si j'aurai le temps de la publier jeudi soir, ou vous la publierez quand même vendredi matin. Je vais essayer de vous la publier jeudi soir, comme ça vous fera un jour de plus pour faire l'analyse. Mais voilà, sachez que la vidéo de la semaine prochaine sera enregistrée très certainement jeudi en fin d'après-midi. Je vous remercie encore, notamment pour le challenge et pour tout un tas de choses. Pour certains, on se retrouve dimanche pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, pour le webinaire MTT. Merci pour vos soutiens, ça a été vraiment extraordinaire pendant 30 jours. Merci encore pour les plus anciens aussi pour vos commentaires sous les vidéos et le relais sur les réseaux sociaux, sur la newsletter. Je communiquerai là-dessus. On a dépassé les 5000 abonnés en quelques mois, c'est absolument délirant. Donc voilà, c'est un vrai succès cette newsletter aussi. Mais tout ça, voilà, c'est grâce à vous. Oui, c'est moi peut-être qui suis un peu derrière les fourneaux, mais c'est grâce à vous. Et en tout cas, ça motive quand on voit les commentaires bienveillants, etc. Croyez-moi, c'est l'énergie, c'est de l'énergie en barre pour pouvoir continuer et là encore faire des contenus sur les matières premières et essayer de vous apporter toujours du contenu gratuit et si possible, en tout cas c'est ce que je m'efforce de faire, de la meilleure des qualités possibles. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et encore une fois on se retrouve ou jeudi ou vendredi
la semaine prochaine. Bisous, bon week-end, ciao.